Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour J, le fameux jour où on va enfin faire un exercice dont j'ai parlé à plusieurs reprises depuis le mois de décembre au moins. Un exercice qui a traîné un petit peu puisque j'avais pas mal de choses à faire, les aléas de la vie, que voulez-vous. Pas mal de choses notamment concernant les heures d'enseignement et de TD que j'avais à faire à l'université qui m'ont empêché un peu de m'organiser pour proposer des exercices qui seront des préalable pour pouvoir lancer l'exercice que vous voyez aujourd'hui. Un exercice qui d'ailleurs m'a été proposé par l'un d'entre vous. Vous allez voir le commentaire s'afficher sur l'écran. Merci à toi de m'avoir proposé cet exercice, toi qui te reconnaîtras. Et ça a pris son temps, mais depuis le début avril, je me suis donné un planning avec plusieurs exercices à faire. Et parmi ces exercices, des exercices importants pour pouvoir enfin vous proposer cet exercice aujourd'hui, ce fameux exercice que je pense être un des plus gros de la chaîne, si ce n'est pas le plus gros, l'exercice concernant l'enveloppe convexe engendrée par l'ensemble des matrices orthogonales à coefficient réel. L'énoncé de l'exercice est donc le suivant. Nous avons un entier n supérieur ou égal à 1. Nous allons munir Rn du produit scalaire usuel et de sa norme associée. On va montrer donc que l'enveloppe convexe engendrée par les matrices orthogonales à coefficient réel correspond exactement à la boule unité fermée de Mn de R pour la norme subordonnée. La norme subordonnée, je vous rappelle la définition ici. Et je me permets de signaler tout de suite que parmi les références, la première ici concerne notamment les normes subordonnées. Donc si vous voulez revoir d'autres définitions, puisque c'est pas la seule, il existe au moins deux définitions de normes subordonnées pour les matrices. Eh bien, si vous voulez revoir une définition de normes subordonnées et voir également un autre exercice, un autre cadre dans lequel on utilise les normes subordonnées, je vous invite à aller jeter un coup d'œil au petit exocode numéro 26. Toutes les références que j'ai données ici sont des références qui vont être importantes pour la résolution de cet exercice. En effet, il va falloir avoir connaissance au moins de tous les résultats qui sont énoncés ici. Et pour aujourd'hui, en tout cas pour cet exercice, je vais me permettre essentiellement juste de survoler l'énoncé des résultats importants et je ne vais pas me permettre de perdre de mon temps à réécrire les énoncés exacts de chacun de ces théorèmes. Je vais me contenter de donc les survoler et de les utiliser directement pour la résolution de cet exercice. Ceci vous donne d'ailleurs une idée quant à la possibilité de résoudre cet exercice et notamment de vous donner des idées de pistes à emprunter. Alors je vais me permettre donc de faire ce survol des énoncés. Le petit exocode numéro 73 concerne le théorème de Kara-Théodori, donc c'est un théorème concernant les enveloppes convexes. Si je prends une partie de Rn et que je regarde l'enveloppe convexe engendrée par cette partie, n'importe quel élément dans cette enveloppe convexe peut s'écrire comme barycentre à coefficient positif d'au plus n plus 1 élément dans la partie de A qui engendre cette enveloppe convexe. Donc ça c'est l'énoncé du théorème de Kara-Théodori, et un corollaire assez intéressant et important, c'est que l'enveloppe convexe d'un ensemble compact est compacte. Ça va avoir un certain intérêt dans cet exercice. Le petit exocode numéro 84 est le théorème de Fréchet-Ries, ou appelé autrement théorème de représentation de Ries, qui avait pour but de montrer que n'importe quelle forme linéaire sur un espace euclidien peut se représenter de manière unique sous la forme d'un produit scalaire avec un certain vecteur dans l'espace en jeu. Donc ça, c'est un joli exercice également et dont le résultat va être utile dans cet exercice. Un autre exercice, plus de l'ordre des connaissances très importantes de classe préparatoire, le théorème spectral, l'exocode numéro 39, qui concerne le fameux résultat que vous devriez connaître en deuxième année de classe préparatoire, qui dit que n'importe quelle matrice symétrique réelle est diagonalisable. Et donc, si vous voulez revoir un petit peu à quoi ressemble ce théorème et également voir comment on démontre ce théorème, vous pouvez jeter un coup d'œil à cet exercice. Je me permets de signaler d'ailleurs que la diagonalisation va se faire à travers des matrices orthogonales. Ça va avoir un certain intérêt. L'exocode numéro 84 concerne la décomposition polaire des matrices à coefficient réel. N'importe quelle matrice pourra s'écrire comme un produit d'une matrice orthogonale avec une matrice symétrique positive, d'accord? Et si on suppose en plus que la matrice est inversible, on peut avoir une décomposition unique sous la forme d'un produit avec une matrice orthogonale et une matrice définie positive. Donc ça c'est un joli résultat de l'exocode 81. Si vous voulez le revoir en détail encore une fois, n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez revoir la preuve, pareil, n'hésitez pas à vous y plonger. L'exocode 93 est un prérequis pour l'exocode 94. L'exocode 93 vous permet de définir une projection sur les convexes fermés. Ça, c'est donc un élément qui va pouvoir minimiser la distance entre un convexe fermé et un élément quelconque
de l'espace en jeu. Donc bon là c'est dans le cadre des espaces euclidiens, mais à savoir que ça se généralise. Et l'exode-col numéro 94 est un cas particulier du théorème de séparation des convexes. Il vous donne une caractérisation du fait qu'un élément puisse appartenir à l'adhérence d'une enveloppe convexe par rapport à une certaine majoration donnée sur toutes les formes linéaires de l'espace qui est en jeu. Donc voilà, bah ça aussi c'est un très joli exercice et le résultat va être utile pour cet exercice aujourd'hui. Donc voilà, bah c'est un exode-col dont je vous ai maintes fois vanté les mérites, hein, j'ai envie de dire. C'est pour ainsi dire une espèce d'apothéose par rapport à tous les exercices que je vous ai mentionnés ici. Et je me permets de mentionner que vous pouvez vraiment voir cet exercice comme un peu le boss final d'un sujet de concours. Puisque bon bah vous pouvez imaginer un sujet concours qui serait écrit de la manière suivante, travaillant sur des normes subordonnées, éventuellement vous amenant à démontrer le théorème de Kara-Théodori dans une partie indépendante, dans une autre partie indépendante démontrer le théorème de Fréchéris, puis éventuellement dans un exercice prérequis au préalable, donc dans le sujet de concours, on pourrait vous donner un exercice pour redémontrer ou refaire le tour du théorème spectral. Vous avez aussi la décomposition polaire qui pourrait être aussi une partie d'un problème de sujet concours. Et puis les deux derniers exercices qui sont liés l'un par rapport à l'autre, qui peuvent servir d'une autre partie autour donc de projection sur un convexe fermé. Donc ça voilà, on pourrait vraiment former un sujet de concours à travers les différents exercices et les ordonner de façon à ce que ça colle pour enfin amener à ce gros résultat en fin de sujet concours. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa de se rendre compte de ça et je vous invite vraiment, si vous voulez faire de la révision autour de certains exercices ou vous préparer un peu au concours, à justement vous amuser à passer à travers ces différents exercices comme un sujet concours. Je pense que ça peut être vraiment cool à faire. Je me permets aussi de mentionner que cet exercice peut très bien se faire donc en deuxième année de classe préparatoire. J'ai tout fait pour. Tous les exercices qui sont proposés ici sont énoncés de manière à ce qu'un étudiant de deuxième année de classe préparatoire puisse les comprendre, au moins les comprendre, et en plus de ça, puisse aussi les aborder et les attaquer à son niveau. Donc ces exercices-là, vous pouvez vous amuser à les faire et à vérifier qu'en effet tous ces exercices-là peuvent se faire en deuxième année de classe préparatoire, et donc cet exercice que nous allons attaquer aujourd'hui peut se faire également en deuxième année de classe préparatoire, à condition d'avoir quand même fait ses prérequis avant, parce que bon voilà, c'est quand même beaucoup de boulot, ça va pas, c'est pas une preuve évidente du tout, mais c'est une très très jolie preuve qui fait appel donc à tous ces résultats, et donc tous ces résultats, comme je viens de le dire, se font en deuxième année de classe préparatoire. Il existe bien sûr d'autres résolutions, faisant par exemple appel au théorème de Hahn-Banach, que je mentionne notamment dans ce dernier exode-col, mais ici je me restreins quand même au niveau classe préparatoire, au plus deuxième année, et donc classe préparatoire deuxième année, on n'a pas le théorème de Hahn-Banach sous la main. Il a fallu donc trouver un substitut, et ce substitut, ce fut ce théorème de séparation des convexes, un cas particulier de ce théorème. Bon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter concernant cet exercice, donc comme d'habitude, avant de vous donner un plan d'attaque, je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, donc c'est vraiment un très bel exercice, c'est pour ainsi dire, je pense, l'un des plus gros exercices que j'ai jamais abordé sur cette chaîne, si ce n'est pas le plus gros. Donc, je vais vous donner un petit plan d'attaque et on va le suivre. Le plan d'attaque va être le suivant. Premièrement, j'aimerais que vous me justifiez le fait que l'enveloppe convexe de ON de R soit un compact. Pas très difficile, mais ça fait partie des prérequis importants pour pouvoir lancer la preuve. Deuxième point, j'aimerais que vous puissiez me montrer l'équivalence suivante, à partir d'un des résultats donc, des précédents exode-col, me montrer l'équivalence suivante, qu'un élément X est dans l'enveloppe convexe de ON de R, si et seulement si, pour n'importe quelle matrice dans Mn de R, eh bien la trace de la transposée de X fois M est inférieure ou égale au sup pour O faisant le tour des matrices orthogonales, des traces de transposée de O fois M. Voilà, donc j'aimerais que vous réussissiez déjà à démontrer ces deux points. Et puis après, on va se lancer dans les doubles inclusions. Donc la première inclusion que je vous inviterai à essayer de faire, ça serait de montrer que l'enveloppe convexe de ON de R est inclus dans la boule unité fermée.
pour la norme subordonnée n. Et enfin, l'inclusion dans l'autre sens. Hop, donc inclusion dans l'autre sens. Et je peux vous signaler que pour l'inclusion dans l'autre sens, on va notamment utiliser la décomposition polaire. Il n'y a pas que ça qu'on va utiliser, mais on va utiliser ce résultat. Donc voilà, vous avez le plan. À vous de le suivre pour essayer de mener à bien la résolution de cet exercice. Je vous invite donc à nouveau à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice en suivant le plan que je vous ai maintenant montré par vous-même avant que je vous donne donc la résolution complète. On est parti donc. Et je commence par le premier point, qui est pour ainsi dire un exercice vraiment très bateau, à condition qu'on ait bien compris les énoncés des différents exercices en jeu. La première chose qu'il faut constater, c'est que ON de R, c'est un ensemble compact. Alors, avant de dire que c'est un ensemble compact, je vais me permettre d'abord d'introduire une structure qui sera utile pour la suite de l'exercice. Donc avant de faire ça, je vais poser un produit scalaire, que je vais noter peut-être avec des parenthèses. Hop. Donc je vais poser un produit scalaire sur Mn de R, qui donc a une paire AB, associe la trace de la transposée de A fois B. Le fameux produit scalaire que vous connaissez bien sur les matrices à coefficients réels. Et ainsi munir Mn de R d'une structure euclidienne. Donc, ceci est un espace euclidien de dimension n carré. Voilà, ça sera utile pour la suite. Bien. Et donc maintenant, si je regarde pour ON de R, je reviens sur l'argument que je viens de lancer. ON de R, c'est un compact. Pourquoi c'est un compact? Alors ça fait partie des grands classiques qu'il faut vraiment savoir faire en deuxième année de classe préparatoire. C'est parce que c'est un ensemble fermé borné. D'accord? Donc pourquoi c'est un fermé borné? Parce que d'abord c'est un fermé. Alors pourquoi c'est un fermé? Parce que vous pouvez très bien considérer l'application phi qui a une matrice associée à la transposée de la matrice fois elle-même. Ok? Vous pouvez considérer cette application qui est une application continue. Continue en les coefficients de la matrice si vous voulez, ou parce que c'est polynomial en les coefficients de la matrice, donc ça peut être une justification valide. Vous avez une fonction continue, et puis si vous écrivez ON de R comme étant l'image réciproque de l'identité, car je vous rappelle que les matrices dans ON de R sont définies comme étant des matrices telles que la transposée de la matrice en jeu et son inverse, est égale à son inverse. Et donc, ça veut dire que phi moins 1 du singleton identité, c'est ON de R. Or, ce singleton, c'est un fermé. Et donc, l'image réciproque d'un fermé par une application continue est également un fermé. Voilà, donc là, je viens de justifier que c'est un fermé. Pour le fait que ce soit un borné, un ensemble borné, vous pouvez utiliser la norme associée à ce produit scalaire. Donc, je vais me permettre d'appeler norme triple la norme associée au produit scalaire que j'ai introduit comme me donnant la structure euclidienne pour Mn de R. Et donc si je fais ça, la norme triple de n'importe quelle matrice dans ON de R, elle vaut n. D'accord? Donc n'importe quelle matrice dans ON de R. Car en effet, je vais donc devoir calculer alors, même j'ai oublié une racine, donc c'est racine de n. Parce que je vais devoir calculer la trace de la transposée de O fois O qui donne l'identité. Donc trace de l'identité, ça fait n, puis après avec une racine, ça donne racine de n. Okay? Et donc comme n est une valeur fixée, puisqu'on travaille avec ce n fixé, un entier ici fixé, alors ça veut dire qu'en effet, l'ensemble des matrices orthogonales est borné. Donc très bien, super. Alors maintenant, j'ai un fermé borné, donc j'ai un compact. Voilà. Ça c'est une manière de faire, bien sûr c'est pas la seule. Okay. Compact parce que j'ai un fermé borné en dimension finie. Théorème de Rice. C'est aussi un exode-col qu'on a déjà fait ensemble. Fermé borné en dim fini. Okay. Et une fois que j'ai ça, je vais utiliser le théorème, ou en tout cas un corollaire du théorème de Kara-Teodori. Le corollaire que j'ai mentionné qui dit que si j'ai un ensemble compact et que je prends son enveloppe convexe, alors cette enveloppe convexe va être compacte. Donc j'en déduis que conv de ON de R est compact.
Alors je me permets de souligner, ça va être important pour la question d'après, que l'adhérence alors de cet ensemble, c'est lui-même. Puisque comme étant compact, c'est donc un ensemble fermé, borné. Et donc, on a cette propriété. Bien, donc ça c'est une première étape. Et donc la première question vient d'être faite. Maintenant, on va se lancer sur la deuxième question. Donc pour la deuxième question, eh bien, il suffit de reconnaître un résultat qui ressemble beaucoup à celui de l'exode code 94. En effet, pour l'exode code 94, dire qu'on est dans une enveloppe convexe d'une certaine partie, c'est équivalent à dire quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Alors je vais me permettre de l'énoncer. Donc d'après le résultat de l'exode code numéro 94, qui est un cas particulier du théorème de séparation des convexes, on va pouvoir dire que X est un élément de l'adhérence de l'enveloppe convexe, mais on vient d'expliquer, c'était la remarque que j'ai faite juste avant de passer à cette question, que cette adhérence c'est en fait l'ensemble lui-même, étant donné que c'est un fermé. Ok ? Si et seulement si, pour n'importe quelle forme linéaire, phi, dans Mn de R étoile donc, phi de X doit être inférieur ou égal au sup pour O dans On de R des phi de O. Et donc je me retrouve avec ça. Très bien. Mais il y a un autre théorème qui va me permettre de remplacer ce phi par des traces, et c'est justement le théorème de Fréchéris. Donc grâce au théorème de Fréchéris, ou théorème de représentation, je peux utiliser le fait qu'on a une bijection de Mn de R vers son espace dual, qui donc à une matrice peut associer l'application qui à X associe donc la trace, donc le produit scalaire entre M et X. Mais le produit scalaire ici, donc le produit scalaire ici, c'est donc la trace de transposée de M fois X. Bon, on voit que c'est pas tout à fait ce qu'on veut, mais si on utilise le fait que le produit scalaire est symétrique, alors en fait ça c'est la même chose que la trace de la transposée de X fois M. Voilà, et donc grâce à ce truc-là qui forme une bijection, je rappelle, hein, c'est un isomorphisme et même une isométrie, suivant les normes qu'on pourrait considérer pour la norme là-bas de Mn de R, enfin de la base de l'espace dual, c'est ça que je veux dire, de Mn de R. Alors on va avoir l'équivalence grâce à Fréchéris de cette propriété comme étant pour n'importe quelle matrice dans Mn de R cette fois-ci, on veut que la trace de la transposée de X fois M soit inférieure ou égale au sup pour O dans On de R de la trace de la transposée de O fois M. On pourrait éventuellement se débarrasser de la transposée ici, puisqu'on est en train de faire le sup sur toutes les matrices orthogonales, et faire la transposée, c'est une application bijective, puisque la transposée de O c'est aussi l'inverse, bref, voilà, pas très difficile de s'assurer que c'est une bijection, et comme c'est une bijection, j'aurais pu juste écrire le sup des O dans OM de R de trace de OM. Mais voilà, là ici je vais garder transposée de O, ça ne changera pas grand chose. Bien, donc voilà, j'ai réussi à démontrer ces trucs, je suis content. Maintenant, on va commencer à démontrer, à proprement parler, l'exercice, et donc démontrer une première inclusion, que l'enveloppe convexe de ON de R est inclue dans la boule unité fermée pour la norme subordonnée. Hop. Ok. Donc, pour toute inclusion, on commence toujours par prendre un élément là-dedans, puis essayer de montrer qu'il est là-dedans. Bon, alors là, je vais faire un petit peu plus astucieux, je vais regarder juste les éléments qui sont dans ON de R. Soit O dans ON de R. Alors, il y a une autre propriété assez intéressante sur les matrices orthogonales, c'est que pour la norme associée au produit scalaire usuel dans Rn, la norme de O fois X, c'est égal à la norme de X. On a, pour tout X dans Rn, la norme de OX qui est égale à la norme de X. Pas très difficile de s'en convaincre, hein, je peux le rappeler, hein, ça paye pas de mine. Donc ça au carré, c'est la même chose que OX scalaire OX.
Mais OX, scalaire OX, c'est la même chose que transposé de X, transposé de OX. Ok, ça peut s'écrire comme ça en imaginant que X est un vecteur colonne. Donc produit scalaire, ça va nous donner ce résultat. Et transposé de O fois O, c'est l'identité. Donc on a transposé de X fois X, et ça fait la norme de X. Au carré, bien sûr. Et donc maintenant qu'on a cette égalité-là, on conclut l'égalité qui est là-haut. Par conséquent, la norme subordonnée d'une matrice orthogonale, ça va être le sup pour les x qui sont de norme égale à 1 de la norme de x. Mais la norme de x, elle vaut toujours 1. Donc finalement, la norme subordonnée d'une matrice orthogonale, ça sera toujours égal à 1. Par conséquent, une matrice orthogonale est dans la boule unité fermée. D'où O dans la boule unité fermée pour la norme subordonnée. Ok. Et vous pouvez constater, enfin c'est pas quelque chose de très difficile à voir, la boule unité fermée, pour cette norme, en fait pour n'importe quelle norme, c'est toujours un ensemble convexe. Donc or, la boule fermée, ça c'est convexe. Et donc qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de montrer que OM de R est dans un ensemble convexe fermé d'ailleurs, donc il est dans un ensemble convexe, et conv de OM c'est défini comme quoi? C'est défini comme étant le plus petit ensemble convexe qui contient OM de R. Par conséquent ça veut dire que cette enveloppe convexe doit être inclue dans la boule unité fermée. Donc conv de ON de R est inclus dans la boule unité fermée. Et voilà qui est fait. Bien. Alors donc ça c'est fait, on a réussi à démontrer une première inclusion. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Reste à montrer l'autre inclusion. Et c'est là où on va avoir besoin de ce deuxième point et de la décomposition polaire. Hop. Bon, on veut montrer maintenant que la boule unité fermée pour la norme subordonnée est inclue dans l'enveloppe convexe de OM de R. Alors très bien, soit X, un élément dans la boule unité fermée. On a vu alors que pour montrer que X est dans l'enveloppe convexe, grâce à la question 2, il suffit de montrer que pour n'importe quelle matrice M, on a cette inégalité qui est respectée. Donc on va essayer de démontrer cette inégalité. Prenons M une matrice, et c'est là où je vais utiliser la décomposition polaire. Donc, d'après le théorème de décomposition polaire, il existe une matrice oméga orthogonale, il existe également une matrice symétrique positive, telle que, symétrique réelle positive, telle que la matrice M s'écrit oméga fois S. Ok. Alors maintenant si je regarde le sup, dans un premier temps, le sup, je dois faire le tour des matrices orthogonales. Parmi les matrices orthogonales, il y a notamment oméga. Donc ce que je peux affirmer, c'est que le sup, donc pour O dans les matrices orthogonales, de trace de transposé de OM, et ça c'est supérieur ou égal, je peux affirmer que c'est supérieur ou égal à la trace de transposé de oméga fois M. Mais transposé de oméga c'est l'inverse d'oméga, donc je me retrouve avec transposé d'oméga fois S, donc transposé d'oméga fois oméga, ça fera encore une fois identité, et je me retrouve avec la trace de S. Utilisons également le théorème spectral. J'ai une matrice symétrique réelle, positive. Donc S est dans Sn plus de R, ce qui signifie, par théorème spectral, qu'elle est diagonalisable. Dans Mn de R. Que cette diagonalisation se fait via des matrices orthogonales. Autrement dit,
Je peux utiliser des bases orthonormales si je veux. Pour pouvoir diagonaliser ma matrice. Et puis le dernier point, puisque je suis dans Sn+, donc dans les matrices symétriques positives, symétriques réelles positives, ça veut dire que les valeurs propres se doivent d'être positives. Donc, si je note lambda 1 jusqu'à lambda n les valeurs propres, ces valeurs propres sont toutes positives. Ainsi, alors déjà en disant ça, ça me permet de dire que la trace de S, c'est la somme des valeurs propres. Ici, je les écris en comptant par multiplicité. Donc là, il peut y avoir plusieurs fois le même lambda I, ça ne me dérange pas du tout. Donc là, la trace ici, c'est donc égal à la somme des lambda I allant de 1 à n. Maintenant, le but du jeu va être de démontrer qu'en fait, la trace de transposée de x fois m, et ça, c'est plus petit que cette somme des lambda I. Si on arrive à démontrer ça, on a gagné. Car, par conséquent, ce truc-là sera plus petit que ça, qui est plus petit que U sup. Et donc, on a ça qui est vérifié pour n'importe quelle matrice M. On conclut qu'on est dans l'enveloppe convexe de OM de R. Bien. Alors, pour cela, on va utiliser une base orthonormale, justement. Donc, considérons E1, En, une base orthonormale, adaptée à la diagonalisation, ou à une diagonalisation si on veut, parce que la diagonalisation n'est pas unique, à une diagonalisation de S. Donc ici, ce que j'entends, c'est que S de EI, ça va faire lambda I EI. Je vais faire correspondre les valeurs propres lambda 1, lambda n au vecteur E1, En. Ok? Donc c'est ça que je sous-entends. Alors maintenant, voyons de plus près ce que vaut la trace de transposée de x fois m, et utilisons notamment le fait qu'on a une base orthonormée. Je passe un peu pour avoir de la place. Alors, si je regarde maintenant la trace de transposée de x fois m, eh bien, il y a une autre façon d'écrire cette trace, maintenant qu'on a introduit une base orthonormale. Eh bien, on peut voir la trace comme étant une somme, pour i allant de 1 à m, de produit scalaire de transposée de x fois m, ei avec ei. Alors, comment comprendre ce résultat? Pour le comprendre, il faut se dire que quand on prend un vecteur dans une base donnée, si on écrit une matrice dans une base donnée, même de manière plus générale, si je prends une matrice dans une base donnée, la trace, c'est faire le calcul des coefficients qui se trouvent dans la diagonale, d'accord? Je prends les éléments qui se trouvent dans la diagonale. Et si je veux décrire que vaut l'élément de cette diagonale, il suffit que vaut le coefficient, il suffit que je calcule l'image du vecteur ei par la fonction, ou la matrice, par la multiplication par la matrice si vous préférez, et que je regarde la composante en ei. Si je regarde la ième colonne et que je regarde la ième ligne de cette ième colonne, je me retrouve bien avec le coefficient qui se trouve être la ième composante de la diagonale. Ok? Pour une base orthonormale, eh bien, décrire cette composante, c'est exactement calculer ce produit scalaire. Et donc vous le faites pour chacun des éléments de la diagonale. Voilà comment on peut donc comprendre cette autre façon d'exprimer la trace. Très bien, et donc cette autre expression de trace fonctionne pour n'importe quelle base orthonormale. D'accord? Et pour n'importe quelle matrice en fait. Ça marcherait pour n'importe quelle matrice. Ouais, voilà. Donc, parce que il suffit juste d'écrire la matrice dans la base orthonormale qu'il faut, bien sûr. Ça c'est une question, c'est une autre question par rapport à l'application linéaire qui est en jeu, mais bon bref, je ne vais pas rentrer un peu plus dans les détails, on va continuer là-dedans. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais faire une petite manipulation quand même sur la chose pour pouvoir ensuite appliquer un résultat que vous connaissez tous normalement. Donc, premier truc que je vais faire, c'est que je vais mettre le transposé de x de l'autre côté. Ce qui fait que le transposé de x va juste devenir x. Donc, je vais avoir mei scalaire xei. Ça revient donc à faire ce calcul. Et maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je peux utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, voilà l'inégalité que vous connaissez normalement tous, en tout cas, grande partie d'entre vous. Donc, je vous conseille de faire le tour ou d'apprendre des choses concernant les espaces euclidiens, c'est important. Donc, ça, grâce à Cauchy-Schwarz, je peux dire que c'est inférieur ou égal
à la norme de MEI, norme toujours donnée par le produit scalaire qui est ici, fois la norme de XEI. Mais c'est quoi la norme de MEI? Alors là, il faut faire un peu de calcul à part de ce qu'on vient de faire là. Or, la norme de MEI, c'est la même chose que la norme de oméga SEI, en utilisant la décomposition polaire. Le EI, les EI, c'était une base adaptée pour la diagonalisation de S, donc ça veut dire que SEI, ça va faire lambda I EI. Et comme lambda I est positif, le lambda I peut sortir sans problème, et je m'en trouve ici avec une norme de oméga EI. Or, oméga, c'est une matrice orthogonale, donc oméga fois EI, en norme, c'est la même chose que la norme de EI. Donc je m'en trouve avec lambda I, norme de EI, mais la norme de EI, comme la base était orthonormale, la norme de EI c'est 1, donc ça va me donner lambda I. D'accord? Donc ça, c'est en fait égal à lambda I. Maintenant, si je regarde lui, là, eh bien, je peux comparer ce résultat par rapport à ça. EI est de norme égale à 1. Et la norme subordonnée, c'est exactement, regardez le sup des normes de la matrice fois un vecteur de norme 1. Donc ça veut dire que ce truc-là, je peux le majorer par la norme subordonnée de x. La norme subordonnée calculée en x. Ok? Donc, car la norme de I, j'ai pris une base orthonormale, donc la norme de I vaut 1. Mais x, et c'est seulement maintenant qu'on utilise l'hypothèse, x est dans la boule unité fermée pour la norme subordonnée, donc ça veut dire que la norme de x ici est inférieure ou égale à 1. Conclusion de tout ça, on a alors que la trace de transposée de x fois m est inférieure ou égale à la somme, pour i allant de 1 à n, des lambda i. Puisque ça c'est égal à lambda i, et puis ça c'est inférieur ou égal à 1. Donc on conclut ça. Mais ça, on a dit tout à l'heure que c'était plus petit que le sup des traces de transposées de OM avec O matrice orthogonale. Donc on conclut qu'on a réussi à démontrer l'inégalité qu'on voulait pour n'importe quelle matrice M. Ce qui signifie alors que X appartient à l'enveloppe convexe de OM de R. Et donc on a l'inclusion dans l'autre sens. D'où X appartient à l'enveloppe convexe de OM de R. Et donc, on conclut que l'enveloppe convexe de OM de R, c'est en effet la boule unité fermée pour la norme subordonnée. C'est QFD. Bon voilà, c'est un très joli exercice. Vous avez vu là tous les Legos que nous avons construits lors des précédents exos de colle, vous les avez vus se réassembler pour démontrer ce résultat. J'espère que ça vous a bien plu de faire le tour à nouveau de même des petites notions un peu bébêtes, là, la notion notamment du fait que OM de R est compact, ça fait partie genre des premières questions qui peuvent tomber dans un sujet concours. Donc c'est super important de savoir faire ça. Pareil, pour à un moment donné, j'avais fait la vérification que la norme de OX est égale à la norme de X. Bon ça aussi, ça fait partie des petits résultats qu'il est important de savoir et de savoir refaire. Donc voilà, moi je trouve ça un très très joli exercice. Et voilà, c'est un peu une espèce d'apothéose à tous les exercices que nous avons attaqués depuis décembre. Il y a des exercices qui datent de décembre. Il y en a même de plus lointains, si on veut voir 2-3 trucs sur les normes subordonnées. Mais en tout cas, tous les exercices qui ne sont pas entre parenthèses sont des exercices qui datent depuis au plus tard décembre. Et tous ces exercices-là, maintenant, on ne formait qu'un pour démontrer le résultat d'aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un très joli résultat. Je vais me permettre aussi de faire une petite ouverture sur cet exercice. La petite ouverture, c'est ok, là on vient donc de construire l'enveloppe convexe donnée par l'ensemble des matrices orthogonales, mais on pourrait se poser la question, si on se restreint à des sous-ensembles de matrices orthogonales, quel type d'enveloppe convexe est-ce qu'on pourrait obtenir? Et je pense que ce sera probablement l'objet d'un futur exo de colle, car par exemple, on pourrait étudier l'enveloppe convexe engendrée par les matrices de permutation, car les matrices de permutation sont des matrices orthogonales particulières. Eh bien, il y a un résultat très joli qui s'appelle théorème de Birkhoff, qui dit qu'en fait, cette enveloppe convexe, ça correspond exactement à l'ensemble des matrices bistochastiques. Alors, l'ensemble des matrices bistochastiques, pour la faire très courte,
c'est l'ensemble des matrices à coefficients réels positifs, telles que la somme des coefficients en chaque ligne fait 1, et la somme des coefficients en chaque colonne, ça fait 1 aussi. Et donc on peut démontrer, alors c'est pas un exercice difficile, d'ailleurs ça a été l'objet d'un sujet concours de Centrale, si je ne m'abuse, pour les TSI en 2017, eh bien il y a un sujet qui parle de ça, et le résultat important, c'est justement que ces matrices bistochastiques peuvent donc s'écrire comme finalement une combinaison, un barycentre, en fait, comme un barycentre à coefficient positif des matrices de permutation. Et c'est pas un résultat évident du tout, vraiment. Et c'est un très très joli résultat dû à Birkhoff. Et il y a une preuve, donc, notamment donnée par ce sujet de concours, qui passe par un joli résultat de combinatoire appelé théorème de mariage de Hall, ou quelque chose comme ça, qui est assez joli à voir et à essayer de comprendre. Et je pense que voilà, ça sera probablement l'objet d'un futur exo de colle. Alors peut-être pas pour le mois de mai, mais probablement pour les mois à venir, juin, juillet, quelque chose comme ça. On pourra éventuellement attaquer cet exercice. Et pour cela, il va falloir que je vous parle de ce théorème des mariages de Hall. Je trouve que c'est aussi un joli résultat de combinatoire qui peut être bon à voir éventuellement pour des manips un peu plus poussées autour des matrices, et notamment des matrices bistochastiques par la suite. Mais voilà, je pense que ça pourrait être une future direction. Bon voilà, il en est tout pour cet exercice, ça fait plaisir de l'avoir enfin fait, et j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir la résolution que j'avais à vous proposer. Encore une fois, je le répète, cette résolution n'est pas la seule. Il peut y avoir des résolutions, notamment une résolution qui fait appel au théorème de Hahn-Banach, mais le théorème de Hahn-Banach est un résultat qui est hors programme par rapport à la classe préparatoire, et c'est pour ça que je ne l'ai pas abordé avec cette résolution. Il y a probablement peut-être d'autres angles d'attaque qui permettent d'aboutir au résultat souhaité. Ici, je vous ai donné un angle d'attaque le plus adapté possible pour les deuxièmes années de classe préparatoire, ou éventuellement pour les cubes qui aimeraient approfondir. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cet exercice ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Comme d'habitude, ici, ça sera pour me soutenir, ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas la petite clochette. Et puis, de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour faire le tour de la chaîne, continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!